Un arquebusier, c'est lent et pas franchement efficace. Portée de 50 mètres, un tir par minute, c'est pas ouf. Plusieurs milliers d'arquebusiers, c'est pas mal, mais ça reste fragile. Un tir désordonné ne permet pas de briser une formation. Par contre, 3000 arquebusiers coordonnés et encadrés par des officiers professionnels, là ça peut faire mal. Très mal. Aujourd'hui, nous allons parler du tir en volée, une innovation technique mise en place par Oda Nobunaga dans le Japon de l'ère Sengoku. Il est le premier à utiliser en masse les arquebuses qui, contrairement aux idées reçues, ont plutôt la faveur des samouraïs qui connaissent ces armes par les Portugais depuis 1543. La bataille en question est la bataille de Nagashino en 1575, qui a opposé une coalition de clans menée par Oda Nobunaga et Tokugawa Ieyasu face au clan Takeda. On va la jouer simple. Le Japon, depuis la guerre d'Onin, de 1467 à 1477, est une mosaïque de clans féodaux soumis à une guerre quasi permanente. La division fait que toute émergence de clans dominants mène à une alliance contre lui, empêchant l'unification et la prise de la position de shogun, chef militaire du Japon. Nous sommes en 1575. Le Japon connaît alors trois clans forts. Les Oda, Mené par Oda Nobunaga qui a renversé l'équilibre stratégique par ses alliances et a déposé le shogun en 1573. Les Tokugawa, menés par Hideyoshi, alliés de Nobunaga, et en guerre contre le dernier clan majeur, celui des Takeda, doté de l'armée la plus professionnelle et expérimentée, avec ses célèbres 24 généraux. Celui qui a fait la puissance des Takeda, c'est Shingen Takeda, mort 2 ans auparavant. Ce dernier a su développer une cavalerie puissante et une culture de la charge et du choc assez nouvelle pour l'époque. oui, ça aussi, les samouraïs n'étaient pas des chevaliers, la charge était loin d'être leur tactique favorite. C'est son fils Katsuyori Takeda qui prend la relève et décide de continuer la guerre contre les Tokugawa. Il parvient en 1574 à prendre la forteresse de Takatenjin. Si la campagne n'est pas parfaite, pour ne pas dire mauvaise, les Takeda arrivent à avancer et se concentrent sur des vassaux plutôt que sur les Tokugawa directement afin de s'assurer une ligne logistique fiable. En 1575, il assiège Nagashino. Mais la forteresse tient bon malgré une faible garnison, et Oda Nobunaga a dans l'idée de détourner une bataille secondaire afin de piéger l'armée Takeda. Grâce à son instinct militaire, Oda Nobunaga s'élance en renfort de la forteresse et rejoint l'armée Tokugawa. Connaître la position de l'armée Takeda et la savoir immobiliser est une chance. La jonction des armées alliées leur donne un avantage numérique. Le 27 juin, l'armée coalisée s'installe sur la plaine de Shidara-hara, renforce sa position et menace directement les Takeda. Si on lui conseille de se concentrer sur la forteresse, Katsuyori Takeda décide malgré tout d'engager le combat, confiant qu'il est dans la charge des Takeda. La charge Takeda est connue et crainte car elle brise la formation trop légère des lanciers Ashigaru, troupes de levée paysanne peu rompues au combat. Et c'est là qu'il faut parler du tir en volée. Le lendemain, l'armée de Takeda, de 12 000 hommes, 3 000 restant en réserve pour continuer le siège, fait face aux 38 000 hommes des Nobunaga et des Tokugawa, dont 3 000 arquebusiers. Si le rapport de force est à l'avantage d'Oda Nobunaga, ce dernier sait que ses troupes sont légères et fragiles. Il place donc ses arquebusiers en avant, en les protégeant de barricades de bois. Il les déploie sur 3 lignes et les fait commander par ses Horoshu, officiers de sa garde personnelle. L'ordre est clair, les tirs doivent être menés de manière coordonnée pour opposer un mur de plomb à la charge Takeda. Les officiers sont donc ici pour maintenir le sang-froid et la coordination des troupes. Ainsi, le déploiement central, soutenu par des Ashigaru censés intervenir contre les éventuels survivants passant le feu, sont complétés par un flanquage de troupes, ici pour empêcher les débordements. Les Takeda, en face, se déploient en aile de grue, avec centre, aile et réserve, et s'apprêtent à charger. Les conditions de la charge sont déplorables, les cavaliers devant traverser une rivière pour ensuite s'opposer à des barricades. Mais les Takeda sont confiants. Trop confiant. La charge de la première vague est lancée et est anéantie, mais les Takeda s'entêtent dans ce combat. Si les ailes poussent bien et menacent légèrement le dispositif,
le centre tient parfaitement sa position contre les charges répétées des Takeda. Pour vous donner une idée, on parle de 9000 balles tirées, chaque salve représentant 1000 balles. La coordination du tir crée un choc qui brise totalement l'élan de la cavalerie Takeda, la rendant inefficace. Certes, certaines troupes finissent par atteindre les lignes de Nobunaga, mais trop peu pour menacer la formation. Les ailes tiennent bon, et c'est finalement le repli général qui est lancé en désordre. Les troupes alliées lancent alors une poursuite, et c'est la débandade. Les pertes d'Oda Nobunaga sont inconnues, mais les Takeda perdent 10 000 hommes parmi leur élite militaire, dont 8 des 24 généraux. C'est non seulement une perte humaine, mais également professionnelle et d'expérience. En une bataille, à l'origine mineure, Oda Nobunaga porte un coup fatal à l'armée Takeda et les force à se mettre en position défensive. Ce qui lui laisse enfin les mains libres pour mener une autre guerre. Les Tokugawa sont désormais capables de contenir, voire de repousser les Takeda seuls. Oda Nobunaga, lui, tient enfin la place tactique qu'il doit donner à ses arquebusiers. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la coordination des tirs en volée crée un effet de choc, un dégât massif et instantané qui brise les formations denses. Cette idée ne se popularisera dans la tactique européenne que bien plus tard. Et pour terminer cet épisode, je vais me permettre un petit laïus sur l'histoire japonaise. C'est jamais perdu. Le Sengoku Jidai est une période d'instabilité profonde qui ne se terminera qu'avec l'unification du Japon par les 3 grands unificateurs, aujourd'hui encore révérés dans le pays. Dans l'ordre, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu. Nous en avons donc rencontré 2 sur cette bataille. En à peine un demi-siècle, une situation féodale centenaire sera remplacée par un pouvoir shogunal centralisé, fort et surtout particulièrement stable. Malgré 2 invasions de la Corée totalement catastrophiques par Toyotomi Hideyoshi. Pour vous donner une idée, cette période de stabilité appelée la période d'Edo durera de 1603 à 1868 et verra le Japon s'isoler complètement du reste du monde de 1641 à 1853. Ce qu'on appelle le Sakkoku, une preuve irréfutable de la puissance du pouvoir central qui arrive à imposer cette fermeture à la totalité de l'archipel. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.